Bonjour à tous, merci au laboratoire MSD pour cette invitation. Alors, le challenge qui m'a été demandé, c'était de faire un résumé des grandes études dans le post-STA au cours des 2 dernières années. Il y a énormément de données, donc j'ai essayé de limiter aux études qui allaient avoir un impact sur notre pratique clinique. Alors, le premier grand volet concerne les antiagrégants plaquettaires. Et vous savez que dans la prise en charge des infarctus aujourd'hui, quel que soit le type de syndrome coronaire aigu, eh bien le clopidogrel n'est plus recommandé en première intention et le prasugrel et le ticagrelor sont désormais en première ligne en absence de contre-indication. Aujourd'hui, on n'a aucune donnée qui, plutôt en faveur du ticagrelor par rapport au prasugrel. Et il a été présenté à Rome, à l'ESC récemment, une première étude, une étude randomisée sur une petite population. Alors c'est une étude qui a beaucoup de limitations méthodologiques, mais qui a eu le mérite de randomiser un certain nombre de patients qui étaient des syndromes coronariens aigus avec sus-décalage qui allaient avoir une angioplastie primaire, avec soit un traitement par ticagrelor, soit un traitement par prasugrel. Et les résultats de l'étude ne montrent aucun bénéfice en faveur ou en défaveur de l'une des molécules, avec un critère de jugement qui était un critère de jugement très court au 7e jour, avec un ensemble de critères des événements cliniques et hémorragiques. Et sur les critères secondaires, avec notamment un suivi à 30 jours, là encore, aucune différence significative entre les deux molécules. Si on reste dans le domaine des antiagrégants plaquettaires, le sujet bouillant actuellement est la durée de la double antiagrégation plaquettaire après un syndrome coronarien aigu. Les recommandations sont assez claires, sont de 12 mois, quelle que soit la prise en charge, que ce soit par angioplastie, par pontage, par un traitement médical. Et pour les patients qui sont traités par angioplastie, si on n'est pas en mesure de pouvoir poursuivre ces 12 mois d'antiagrégation plaquettaire, eh bien on a la possibilité de se calquer sur les recommandations de la maladie coronaire stable, à savoir 6 mois pour l'utilisation des stents actifs ou 1 mois pour l'utilisation des stents non actifs. Et on voit un certain nombre d'études arriver comparant des durées courtes et des durées longues de la double antiagrégation plaquettaire après angioplastie. La difficulté étant que dans ces études sont mélangés à la fois les patients avec une maladie coronaire stable et une maladie coronaire instable, mais on peut dégager globalement deux courants. Un premier qui est plutôt d'essayer de démontrer par des études de non-infériorité que l'utilisation d'une double antiagrégation plaquettaire courte n'est pas plus mauvais que de faire long. Et ça, c'est surtout à l'initiative des industriels commercialisant des stents, notamment des stents actifs. Et puis à l'inverse, un autre courant de pensée qui est plutôt d'envisager l'athérome comme une maladie systémique avec l'idée de prolonger la double antiagrégation plaquettaire au-delà des 12 mois recommandés. Et ça, évidemment, vous imaginez bien que c'est plutôt à l'initiative des industriels du médicament. Alors dans les syndromes coronariens aigus, finalement, on n'a pas beaucoup de données. On est obligé de récupérer des analyses de sous-groupes, avec ces sous-groupes qui représentent entre 20 et 40% des différentes études. Et donc c'est très difficile d'avoir une idée sur cette population-là. Et donc finalement, pourquoi on utilise 12 mois de double antiagrégation plaquettaire? En cardiologie, on aime bien avoir des études fortes pour pouvoir recommander ça. Eh bien, finalement, ces 12 mois, ça repose sur pas grand-chose, sur une étude qui est l'étude CURE, qui a été publiée en 2001, et qui démontrait que l'association de l'aspirine au clopidogrel par rapport à l'aspirine seule faisait mieux à 12 mois. Mais quand on regarde les courbes d'événements sur les courbes qui est présentées donc, sur cette diapositive, eh bien, on est surpris de voir que la différence des courbes se fait principalement au cours des 3-4 premiers mois, et qu'au-delà, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres événements, et donc tout se joue initialement. En introduction, je vous ai dit que le clopidogrel est déjà remplacé par le prasugrel et par le ticagrelor en première intention dans les syndromes coronariens aigus. Et quand on regarde dans les deux études qui ont validé ces deux molécules, à savoir Triton et Plateau, et qu'on regarde de la même façon les courbes de Kaplan-Meier sur les événements cardiovasculaires majeurs, on s'aperçoit dans Triton que les courbes semblent également superposables en fin de suivi. Et à l'inverse, dans l'étude Plateau, qui a comparé le ticagrelor au clopidogrel, eh bien, on a l'impression que les courbes divergent au-delà du 12e mois, et on a bien envie de savoir ce qui se passe après. Alors, est-ce qu'on va vers la prolongation de la double antiagrégation plaquettaire chez les patients à haut risque? C'est ce qui est en train de se dessiner progressivement. Et donc, en 2015, a été publiée une méta-analyse regroupant toutes les études avec une double antiagrégation plaquettaire au-delà de 12 mois par rapport à uniquement 12 mois avec de l'aspirine seule. Et ce qui a été démontré, c'est qu'en termes d'événements cardiovasculaires majeurs, eh bien, la poursuite au-delà de 12 mois de la double antiagrégation plaquettaire permettait de réduire les événements cardiovasculaires majeurs, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, permettait également de réduire les décès cardiovasculaires, l'infarctus, les AVC et les thromboses de stent.
Évidemment, la poursuite du double antiagrégation plaquettaire s'accompagne de risques de saignement, en particulier de saignement majeur. Mais le point important dans cette méta-analyse et qu'on retrouve dans les différentes études, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de la mortalité directement attribuable à ces saignements. En 2015 a été publiée une des études qui va probablement changer nos pratiques, et donc je trouvais intéressant de la présenter aujourd'hui. C'est l'étude de Pegasus, à l'initiative du laboratoire AstraZeneca, dont le principe était d'identifier les patients les plus à haut risque ayant fait un infarctus du myocarde entre 1 et 3 ans, en utilisant des critères d'enrichissement qui sont résumés en haut à droite, à savoir un âge de plus de 65 ans, un diabète traité, un antécédent de deuxième infarctus, une atteinte pluritronculaire, ou encore une insuffisance rénale définie avec une clairance à moins de 60. L'objectif était de randomiser ces patients en 3 groupes, un groupe de référence ayant uniquement de l'aspirine avec un placebo, un groupe ayant le ticagrelor à la dose qu'on connaît, 90 mg 2 fois par jour, et un troisième groupe avec du ticagrelor à une dose un peu plus modérée, 60 mg, qui avait été obtenu par modélisation dans l'idée de diminuer les complications hémorragiques, avec un suivi des patients au minimum de 2 ans, avec un double critère principal, un critère d'efficacité et un critère de sécurité sur les saignements. Vous assis le critère de principal sur les sécurités sur les événements ischémiques. Ce qu'on aperçoit, c'est que l'utilisation de ticagrelor, quel que soit le dosage, à 90 ou à 60 mg, permet une réduction des événements cardiovasculaires de l'ordre de 15%, donc un bénéfice qui est très net et observé très rapidement. Et en termes de sécurité sur les saignements, eh bien, comme dans la méta-analyse, on retrouve également une augmentation des saignements de thymie majeurs et mineurs, avec toutefois un petit peu moins de saignements chez les patients qui ont reçu du ticagrelor à la dose de 60 mg 2 fois par jour. Mais là encore, il n'y avait pas d'augmentation, pas de surmortalité à la prolongation de la double antiagrégation plaquettaire, et ça, c'est un point de sécurité fondamental. Alors, cette étude Pegasus, elle est intéressante, mais on aime bien savoir dans la vraie vie quels sont les patients Pegasus, quelle est la proportion de patients Pegasus dans la vraie vie. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les données de FastMI. FastMI étant un registre sur des infarctus, dont je développerai la méthodologie un petit peu plus tard. Et donc on a essayé, la question qu'on s'est posée, c'est combien de patients, quelle proportion de patients dans la vraie vie représente la population Pegasus. Et en appliquant les mêmes critères d'enrichissement dans notre base de données sur les infarctus, on s'est aperçu qu'à peu près un malade sur 2 représentait cette population Pegasus, qu'à peu près 20% auraient été exclus de l'étude parce qu'ils avaient des risques hémorragiques trop forts et donc ils n'auraient été pas inclus dans cette étude, et qu'à peu près 30% des patients ont été jugés comme étant pas à haut risque, pas suffisamment à haut risque pour avoir une prolongation de la double antiagrégation plaquettaire. Alors, est-ce qu'à long terme, ces critères sont pertinents ou pas? Eh bien, sur les critères de mortalité, vous voyez ici sur des courbes de Kaplan-Meier qu'on arrive à bien différencier les 3 populations, avec la population Pegasus, qui est là en bleu au milieu de cette courbe de Kaplan-Meier, qui se distingue bien des patients à bas risque et des patients à haut risque. De même, sur un critère composite de décès d'infarctus et d'AVC, avec un suivi à 4 ans, là encore, on s'aperçoit que la population Pegasus est bien distinguée des autres populations, et donc ces critères semblent être pertinents dans la vraie vie. Alors l'étude Pegasus était une étude de réintroduction, puisque les patients coronariens avaient fait un infarctus entre 1 et 3 ans. Est-ce qu'on va vers une réintroduction ou plutôt une prolongation? Eh bien, sur une publication récente, il a été démontré que la réintroduction de la double antiagrégation plaquettaire était d'autant plus bénéfique qu'elle était faite précocement et notamment au cours des 30 premiers jours. Et l'AMM qui était obtenue par le laboratoire AstraZeneca pour l'utilisation du ticagrelor est une AMM pour la dose de 60 mg en termes de prolongation chez les patients qui auront fait un syndrome coronarien aigu. Donc on se dirige plus vers une étude de prolongation qu'une étude de réintroduction, comme c'était prévu dans le design initial. Toujours dans le domaine des antiagrégants plaquettaires, est-ce qu'il existe une place pour les tests de fonction de l'activité plaquettaire dans le syndrome coronarien aigu? Si on regarde les recommandations, on a un niveau de recommandation qui est clairement pas très bon, puisqu'on ne doit pas faire ces tests en pratique quotidienne. On peut éventuellement les faire dans des cas précis, en cas d'histoire de thrombose de stent notamment. Et en termes de littérature, jusqu'à présent, il n'y a aucune étude qui a montré que de monitorer la fonction plaquettaire avait un vrai bénéfice en termes d'événements cardiovasculaires à long terme, bien que ces études soient critiquables parce qu'elles ont été faites essentiellement chez des patients à bas risque, dans le cadre d'angioplastie plutôt programmée et essentiellement avec du clopidogrel. L'équipe de Gilles Montalesco a présenté à l'ESC il y a quelques mois à Rome l'étude Antarctique qui va à l'encontre des études précédentes puisqu'il s'agit de patients présentant un syndrome coronarien aigu
de patients âgés de plus de 75 ans et traités par prasugrel. Donc on est vraiment dans une population à haut risque avec un antiagrément plaquettaire disons, de nouvelle génération, avec essentiellement des patients donc âgés. La randomisation des patients était en 2 bras, un bras qui avait le traitement conventionnel avec 5 mg de prasugrel et un deuxième bras qui était un bras avec un monitoring de la fonction plaquettaire, chez qui donc les patients recevaient 5 mg de prasugrel et en fonction des résultats des tests d'antiagression plaquettaire avaient un ajustement des traitements, soit avec une augmentation de la dose, soit en poursuivant la même dose, soit en rétrocédant au clopidogrel en fonction des résultats des tests d'antiagression plaquettaire. Est-ce que ça a un bénéfice en termes d'événements cliniques et d'événements hémorragiques? Et bien sûr, le critère principal de l'étude qui est présenté ici, aucun bénéfice sur le critère principal associant les événements ischémiques et les événements hémorragiques. Et sur les critères secondaires de l'étude, que je n'ai pas mis dans cette présentation, là encore, aucun bénéfice en termes d'événements cliniques, aucun bénéfice en termes d'événements hémorragiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas de données suffisantes pour poursuivre la réalisation de ces tests d'antiagression plaquettaire dans le post-syndrome coronarien aigu. Le deuxième volet de ma présentation est axé sur l'angioplastie coronaire. Alors si on prend les études au cours des 2 dernières années, il doit y avoir une 50aine d'études, ça ferait un petit peu lourd pour cette matinée, donc j'en ai sélectionné 2 parce que je trouvais que ça fait avoir un impact dans notre pratique quotidienne. La première publication, 2016 dans New England, est l'étude NorthStent. C'est une étude qui est intéressante parce que c'est une étude randomisant des patients avec soit une angioplastie avec stent actif, soit une angioplastie avec des stents non actifs, chez près de 10 000 patients, avec une proportion de patients dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu que j'ai rajouté à droite qui est un peu plus de 50%, un suivi médian qui est de l'ordre de 5 ans, et en termes de stents actifs, essentiellement des stents actifs de dernière génération, donc des données qui sont assez pertinentes pour notre pratique clinique, puisque quand on regarde les résultats sur le critère principal de l'étude, qui était le décès et l'infarctus non fatal, eh bien le stent non actif est aussi bien que le stent actif. Et en termes de mortalité, c'est la même chose. Le stent non actif, c'est aussi bien que le stent actif. Simplement, en termes de revascularisation, de toutes les revascularisations, eh bien, les patients traités avec un stent non actif étaient revascularisés à peu près 15% de plus que les patients avec un stent actif. Et en termes de qualité de vie, aucune différence significative n'a été observée entre les 2 types d'endoprothèses. Alors, je trouve que c'est une étude qui est intéressante parce que finalement, aujourd'hui, on utilise essentiellement des stents actifs, mais si on est amené à utiliser des stents non actifs, notamment dans l'idée de réduire la double antiagression plaquettaire, eh bien, on n'expose pas les patients à une surmortalité. Ils ont simplement 15% de risque supplémentaire d'avoir une angioplastie complémentaire, mais pas de surmortalité, et ça, c'est un point très important. La deuxième étude, c'était difficile de ne pas présenter l'étude Doctors, avec François Schill dans la salle. L'étude Doctors, c'est une étude qui est intéressante, qui a évalué l'OCT, donc la tomographie par cohérence optique, chez des patients avec un syndrome coronarien aigu. L'idée étant d'optimiser l'angioplastie en faisant de l'imagerie endocoronaire. Et les patients ont été randomisés en 2 bras. Un premier bras où la patiente avait une angioplastie standard, comme les pratiques actuelles, et un deuxième bras chez qui les patients donc, avaient cette évaluation d'imagerie endocoronaire qui permettait de modifier le traitement antiagrément plaquettaire, de modifier les gestes d'angioplastie. Et le critère principal de l'étude était une mesure de pression, les mesures de FFR, pour évaluer l'efficacité et le résultat de l'angioplastie coronaire au décours de l'angioplastie. Et on sait aujourd'hui dans la littérature que plus le chiffre de FFR est élevé et plus le bénéfice à long terme des patients est favorable, avec notamment un niveau à 0,90 ou au-delà de 0,90, eh bien, on sait que les patients ont un pronostic à long terme qui est bien meilleur que les autres. Et les résultats de l'étude montrent eh bien, que l'OCT, c'est donc de faire de l'angioplastie avec cette imagerie endocoronaire, ça permet d'améliorer un petit peu les résultats en post-FFR, même si les résultats à gauche sont pas très, il n'y a pas de grosses différences, même si statistiquement c'est significatif. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les résultats qui sont présentés à droite de cet écran, où la proportion de patients avec une FFR au-delà de 0,90 eh bien, est nettement plus importante dans le groupe traité par OCT. Alors OCT, qu'est-ce que ça a entraîné? Ça a entraîné au cours de la procédure une visualisation beaucoup plus nette du thrombus intracoronaire et donc une augmentation des prescriptions des anti-GB2B3A. Également, en cours de l'angioplastie et au décours, ça a permis d'optimiser les résultats, avec notamment une augmentation des post-dilatations au décours grâce aux résultats d'OCT. Mais tout ça a un prix, puisque la sonde coûte cher,
Et le fait de faire de l'OCT, ça rallonge la procédure d'environ 20 minutes. Et qui dit 20 minutes de cardiologie interventionnelle dit un peu plus de contraste, un peu plus d'irradiation et donc un peu plus de complications potentielles. Le troisième volet de ma présentation va être assez bref puisqu'il a été déjà évoqué par Michel Farnier précédemment. Il concerne donc le traitement hypolipidémiant puisque ont été également présentées récemment les dernières recommandations sur la prise en charge des dyslipidémies. Et si on se focalise sur les patients à très haut risque, les patients avec en post-infarctus, eh bien, comme ça a été évoqué précédemment, l'objectif donc du LDL est d'être inférieur à 0,7 g par litre, ou lorsque ce n'est pas possible d'avoir une réduction d'au moins 50% par rapport au LDL de départ. Et en ce qui concerne le post-SCA, eh bien, les recommandations sont d'utiliser des fortes doses de statine, de les introduire précocement entre le 1er et le 4e jour, avec donc l'objectif qu'on vient de voir, et de réévaluer le bilan lipidique entre le 4e et le 6e mois. Chez les patients chez qui on n'est pas en mesure de pouvoir avoir cet objectif de LDL, eh bien, dans les recommandations, l'ézetimibe a pris une place beaucoup plus importante qu'au cours des dernières recommandations. Il a été upgradé avec un niveau 2A, grâce notamment aux résultats de l'étude IMPROVIT, que je vais passer très vite puisqu'elle a été présentée précédemment, puisque donc, dans cette étude, l'association de l'ézetimibe à la simvastatine dans une population de SCA qui avait un taux de LDL déjà très bas, eh bien, a montré ça continuait bien à réduire le LDL de 20% avec une réduction qui était continue, un bénéfice clinique sur le critère principal de l'étude, et puis également, chose importante, les patients étant suivis longtemps, un critère de sécurité avec aucun signal en défaveur de la poursuite, enfin du traitement par l'ézetimibe. Et puis il y a un point important, dans une publication complémentaire, on a souvent tendance en cardiologie à regarder le premier événement cardiovasculaire. Et dans une analyse complémentaire d'IMPROVIT, ils se sont intéressés aux événements récurrents. Et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de l'ézetimibe, en plus de la simvastatine, permet de réduire bien évidemment les premiers événements, mais également les événements additionnels, et donc a un impact sur le risque résiduel. Et ça, c'est un point important. Enfin, dernière chose en ce qui concerne la dyslipidémie, les anticorps anti-PCSK9. Dans le cadre du post-SCA, eh bien, on attend deux études, l'étude Fournier et l'étude Clinical Outcomes, qui devraient être publiées dans les mois ou années à venir. Et actuellement, on a deux données qui ont été publiées dans le New England en 2015 en même temps, qui sont des données biologiques, qui démontrent bien, avec ici l'alirocumab dans l'étude Odyssée long terme, qu'on a une réduction très nette chez les patients au risque du LDL cholestérol, chez des patients qui ont une dose maximale de statine, avec, dans une analyse post-hoc, une réduction des événements cardiovasculaires, bien que ce ne soit pas une étude de morbimortalité, donc c'est peut-être un petit peu malhonnête de montrer ça comme ça, mais en tout cas, il y a un signal qui est plutôt favorable avec une baisse du risque absolu d'environ 2%. Et dans l'étude Osler, la même chose, avec le concurrent de chez Amgen, l'évolocumab, où on observe également une réduction du taux de LDL d'environ 60%, avec là encore un bénéfice sur les événements cardiovasculaires. Mais là encore, ce n'est pas une étude de morbimortalité, c'est simplement un titre indicatif. Difficile de terminer cette présentation sans donner quelques données, publications de FastMI. FastMI, c'est un programme français qui réside sur des enquêtes sur la prise en charge des infarctus du myocarde depuis 1995, au cours d'un mois, où on demande à tous les centres volontaires de donner les informations des patients pris en charge. Et ces enquêtes sont répétées toutes les 5 ans, et ça permet d'avoir des informations comparatives au fur et à mesure des années, et puis sur les dernières années, de pouvoir se poser des questions, comme dans l'exemple de Pegasus tout à l'heure. Et il y a deux données que je voulais vous montrer. La première, qui a été publiée dans le BMJ il y a quelques semaines, qui, à mon avis, a un vrai impact sur notre pratique quotidienne, qui est chez les patients qui ont fait un infarctus du myocarde, qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche, est-ce qu'il faut poursuivre ou pas les bêta-bloquants? Et donc on s'est intéressé à cette question en reprenant nos données de FastMI. Les données, les recommandations actuelles qui sont résumées en haut à droite, vous voyez qu'elles sont au niveau des États-Unis assez élevées, au niveau européen elles sont un peu moindres. Et donc on s'est intéressé à cette donnée-là. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au cours de la première année, il semble y avoir quand même un bénéfice à poursuivre les bêta-bloquants, même si statistiquement ça n'apparaît pas significatif dans ces résultats, mais
il semble y avoir quand même un bénéfice au cours de la première année à garder les bêta-bloquants, alors qu'au-delà de la première année et un suivi des patients jusqu'à 5 ans, eh bien, ce bénéfice disparaît. Et si vous regardez le hazard ratio, et notamment l'intervalle de confiance qui est vraiment centré sur le 1, on a l'impression qu'au-delà de la première année, l'utilisation des bêta-bloquants ne semble pas indispensable. Et donc ça peut avoir un vrai impact sur notre pratique clinique, parce que c'est une étude observationnelle, certes, mais qui encourage fortement à l'arrêt des bêta-bloquants au décours de la première année, chez les patients qui n'ont pas d'antécédents d'insuffisance cardiaque et chez les patients qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire gauche. Alors cette étude, elle va être complétée par un PHRC qui est à l'initiative de l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, qui s'appelle ABIS, et qui devrait permettre de répondre et de donner des informations complémentaires dans ce domaine. Et puis la dernière étude que je voulais vous montrer, je trouve ça assez intéressant, c'est des données qu'on a présentées à l'ESC il y a 2 ans sur la survenue des événements. Vous savez que la survenue des événements, elle diffère en fonction du type de syndrome coronarien aigu. Vous avez ici en bleu la courbe des SCA, des non-STEMI, en vert la courbe des STEMI. Vous voyez qu'en termes de mortalité, sur une courbe de mortalité, il y a une vraie différence en fonction du type de syndrome coronarien aigu, mais il y a également une différence en fonction du moment de survenue. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a globalement, que ce soit dans le ST+, ou dans le ST-, 2 phases. Une première phase qui est au cours des 3-4 premiers mois dans la population des STEMI, une deuxième phase qui est au cours des 6 premiers mois dans la population des non-STEMI, au cours de laquelle la pente est beaucoup plus élevée, et donc il y a un risque d'événement cardiovasculaire qui est beaucoup plus important et qui nous incite très vraisemblablement à avoir un traitement, quel qu'il soit, beaucoup plus agressif qu'au-delà de ces périodes. Et si on reprend l'exemple précédent des bêta-bloquants, eh bien ça va dans la même lignée. Probablement les bêta-bloquants ont un intérêt au cours des 6 premiers mois dans la population des non-STEMI, des 3-4 premiers mois pour les patients qui ont un SCA et ST+, et qu'au-delà, peut-être qu'on pourrait les interrompre. Voilà. C'est une overview. J'ai essayé de sélectionner encore une fois des études qui pouvaient avoir un impact. J'ai évidemment pas pu tout traiter, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Étienne. Donc tu as eu une tâche difficile de parler du syndrome coronaire aigu et de toutes ces études très rapidement en étant très clair, et je te remercie. Et en particulier sur cette notion de bêta-bloqueur qui vous est chère, essayer de faire une décroissance de l'ordonnance de sortie à distance du syndrome coronaire aigu, c'est quand même une très très bonne idée. Et en attendant les premières questions, il y a beaucoup de questions, tu vois, Internet, mais en attendant, j'aimerais t'en poser une, moi, par rapport à Pegasus. Car effectivement, dans certains pays européens, la totalité des prescriptions de prévention secondaire sont à la charge du patient. Et on a l'impression qu'en cardiologie, on ajoute chaque fois une nouvelle thérapeutique qui est de plus en plus coûteuse, comme le ticagrelor en particulier. Est-ce que si on avait fait un quatrième bras générique dans Pegasus, c'est-à-dire aspirine, clopidogrel, est-ce que tu penses qu'on aurait eu des résultats assez superposables ou non? C'est une bonne question. Je pense qu'on aurait eu un effet un peu moindre. Là encore, si on prend les données de FastMI, la poursuite du clopidogrel dans la vraie vie en France, c'est un travail qui est fait par François Schill, eh bien en fait, elle est déjà faite par la majorité des praticiens chez les patients qui ont des stents actifs, chez les patients plutôt jeunes, chez les patients avec des infarctus avec sus-décalage, et les patients avec des atteintes pluritronculaires. Et on avait vu dans les données de FAST qu'au fur et à mesure des années, les gens gardaient du clopidogrel au long cours et que finalement, c'était déjà une pratique qui était faite. Moi, ce que j'ai plutôt regretté dans l'étude Pegasus, plutôt qu'un bras aspirine et clopidogrel, c'était plutôt un bras ticagrelor seul. Et je pense que ça aurait été un peu plus pertinent d'avoir ces informations-là, parce qu'on aurait probablement diminué le risque hémorragique. Et aujourd'hui, tout est basé autour de l'aspirine, c'est-à-dire qu'on fait des associations par rapport à l'aspirine, et peut-être qu'il faut voir les choses un peu différemment et retirer l'aspirine, pourquoi pas, ça aurait été, je trouve, une donnée intéressante. Très très clair, merci. Donc on a une avalanche de questions Internet, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais une avalanche de questions Internet, en particulier une qui revient régulièrement de la part de nos correspondants, c'est les stents nus aujourd'hui. Quelle est la place réelle pour les stents nus non actifs en pratique courante dans le syndrome coronaire aigu? Alors, très honnêtement, aujourd'hui, le stent non actif, moi j'en utilise plus du tout. Puisque aujourd'hui les stents de dernière génération ont un marquage CE de 3 mois d'une double antiagrégation plaquettaire, parce qu'ils ont été testés comme ça, et que très probablement ces 3 mois vont être réduits à 1 mois dans les prochaines études. Et donc aujourd'hui, moi, le stent non actif, je n'en utilise plus du tout.
Je sais qu'il y a certains correspondants qui sont demandeurs de stents non actifs, donc à ce moment-là, on respecte le choix, mais on est plus dans l'angioplastie programmée, et pour certaines conditions, mais y compris chez les patients qui ont des anticoagulants oraux, moi j'utilise des stents actifs pour tous les patients, comme c'est d'ailleurs recommandé actuellement. Merci. Donc, beaucoup de questions encore pour Internet avant celle de la salle. Donc, on revient avec notre collègue de Rouen qui nous écoute par Internet sur Pegasus et en particulier sur les critiques qu'on a entendues de la part des correspondants, c'est-à-dire toujours plus de prescriptions, toujours plus et toujours plus longtemps. Et donc, la question du collègue, c'est de savoir, mais tu as en partie répondu, est-ce que c'était une étude opportuniste ou c'était une étude réellement basée sur des données scientifiques qui nécessitaient de reparler de l'agrégation plaquettaire comme facteur de risque sur le long terme d'athérosclérose qui progressait? C'est une bonne question parce que c'est pour ça que j'ai remis les courbes de plateau pour bien voir qu'à la fin des 12 mois, on a l'impression que les courbes continuent à diverger et donc l'étude Pegasus, elle répond à une vraie question. Est-ce qu'il y a un bénéfice à poursuivre au-delà des 12 mois? Alors, si on regarde et on fait le bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on regarde les avantages et les inconvénients, finalement, il y a un peu moins d'avantages à poursuivre la double antiagrégation plaquettaire. Cela dit, je pense qu'il y a un certain nombre de patients qui peuvent en bénéficier et toute la difficulté va être de bien les sélectionner et pas d'utiliser cette double antiagrégation plaquettaire pour tout le monde. Donc, il a été proposé des critères extrêmement simples avec l'atteinte pluritronculaire, l'insuffisance rénale, le diabétique. Peut-être qu'il faudra peaufiner ces critères dans notre pratique quotidienne. Je pense que c'est une première voie de réponse. On voit que dans les données de FastMI, ça représente à peu près un patient sur deux. Peut-être qu'il faudra être un peu plus sélectif, mais je pense que la pratique nous permettra de réduire peut-être les indications avec notre expérience personnelle. Merci. Une question de Nantes, dans la salle. Merci beaucoup. Très beau topo. Les plaquettes du diabétique n'ont pas une très bonne réputation, entre guillemets. Est-ce que dans Pegasus, les résultats chez les patients diabétiques étaient aussi bons que ceux qui étaient observés en général, ou est-ce que finalement on retrouve cette relative résistance? Alors moi j'ai souvenir que les résultats étaient très homogènes dans les différents sous-groupes, y compris les patients diabétiques. J'ai pas souvenir d'avoir vu des résultats moins bons dans la population des diabétiques. Mais c'est vrai que les antiagrégants plaquettaires, et notamment l'aspirine, n'a pas une bonne presse chez les patients diabétiques. Et il y a d'ailleurs un PHRC qui a débuté à l'initiative de l'équipe de Lariboisière avec de l'aspirine en 1 fois par jour versus 2 fois par jour, donc dans des syndromes coronariens aigus traités par angioplastie des patients diabétiques, qui permettra peut-être de répondre un petit peu aussi à cette question en termes d'aspirine et d'antiagrégants plaquettaires. Et d'infarctus, pardon. Merci. Donc, on va prendre peut-être une dernière question par Internet, parce qu'il y a vraiment, je le répète, une avalanche de questions Internet. C'est toujours la même question, c'est l'âge. Donc, l'âge, effectivement, les soins intensifs sont désormais des lieux où on trouve des patients très âgés. Et la question du collègue de Marseille, c'est de savoir jusqu'à quel âge on pousse très loin les investigations et jusqu'à quel âge on revascularise au maximum les sténoses coronaires de nos patients très âgés. Je pense que c'est une question qui est très difficile parce que l'âge civil, ce n'est pas forcément le bon indicateur, plutôt l'âge physiologique qui va nous permettre de pouvoir plus envisager le type de revascularisation. Moi, je n'ai pas de limitation par rapport à l'âge en soi, mais plutôt par rapport au contexte de vie des patients âgés. Est-ce que ce sont des gens qui sont grabataires et qui ne bougent pas de leur lit, auquel cas de faire des explorations invasives me paraît pas forcément très raisonnable, puisque derrière, on n'aura pas forcément envie d'aller faire un geste de revascularisation, quel qu'il soit, alors qu'à l'inverse, chez des patients très âgés, et on a eu le cas récemment d'une patiente de 87 ans, qui était hospitalisée pour des OAP ischémiques à répétition, qu'on a coronarographié, qui avait une occlusion de l'IVA proximale, qui était complètement inaccessible à l'angioplastie, il y avait plusieurs échecs, et cette patiente, moi, j'étais allé la voir dans l'idée de lui proposer un traitement médical en lui disant « on ne peut rien faire pour vous ». Et en fait, elle m'a convaincu de la faire opérer. Alors, vous allez peut-être bondir, 87 ans, un pontage. Et on lui a fait un monopontage à cœur battant. On a trouvé cette solution pour être le moins agressif possible, même si un pontage à 87 ans, ça reste très agressif. Et l'intervention s'est bien passée. Voilà, donc c'est vraiment un exemple pour vous montrer qu'il faut adapter en fonction des gens. Et cette patiente, elle était extrêmement active. Et pour elle, il était hors de question qu'elle garde ses douleurs résiduelles qu'on n'arrivait pas à soulager avec le traitement médical jusqu'à présent.
Merci beaucoup Étienne. Nous allons changer